Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Isabelle Bordry. Bonjour Isabelle. Bonjour Raphaël. Fondatrice de Retency. À côté de vous, Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Raphaël. Président du Cahier Vert, des Cahiers Verts de l'économie. Et Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Mathieu, je voudrais commencer avec vous, avec ce rapport du CEPI publié hier, enfin présenté en réalité hier, puisque l'étude a déjà quelques semaines, sur l'impact de l'immigration sur l'emploi. On a souvent entendu dans l'opinion publique que l'immigration était parfois un ennemi pour le marché du travail. C'est vieux, c'était le premier slogan de Jean-Marie Le Pen pour les législatives de 78, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'émigrés de trop. Et c'est quelque chose qui a infusé longtemps. Cette étude vient battre en brèche cette idée reçue. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit plusieurs choses. D'abord, cette étude, c'est un sujet assez sensible, premièrement, politiquement, mais aussi complexe. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'études macroéconomiques qui montrent que les effets sont soit relativement modestes, en fait, de l'immigration, soit voire positifs dans un certain nombre de cas. Et puis, je pense qu'il y a aussi le contexte dans lequel on se place, qui est quand même important. C'est est-ce que vous êtes dans une situation d'une économie avec un marché du travail tendu ou pas ? Ce qui est quand même très différent. C'est-à-dire que si vous avez un chômage de masse, effectivement, les effets risquent de pas être les mêmes que si vous êtes sur des marchés avec des tensions, sur des recrutements. Et c'est ce que montre cette étude, c'est qu'en réalité, les effets macro sont plutôt relativement modestes. Mais alors, l'étude parle d'effets neutres globalement. Voilà, en moyenne, l'effet est plutôt neutre. Plutôt neutre, mais avec des effets... Ça mérite un décryptage. ...qui sont plutôt localisés. C'est-à-dire que, au fond, ça peut avoir des effets très positifs si, effectivement, cette immigration est dans des secteurs en tension. Et donc, il y a une complémentarité avec, quelque part, j'allais dire, l'emploi des non-immigrés, donc des natifs. Et donc, il y a une complémentarité qui va bénéficier plutôt d'ailleurs aux natifs. Et que dans d'autres cas, effectivement, si vous avez plutôt des secteurs qui ne sont pas du tout aux tensions, vous avez même plutôt une abondance de main-d'œuvre, les effets peuvent être un peu plus complexes, plutôt plus négatifs. Et ça met même en concurrence, en fait, pas forcément les natifs et les immigrés entre eux, mais plutôt les immigrés. Oui, c'est ça. C'est que les moins qualifiés, en fait, sont ceux qui sont mis en danger. Voilà. Et c'est souvent la dernière génération d'immigrés qui, en fait, en première ligne. Exactement. Et donc, en fait, la concurrence, pas forcément entre natifs et immigrés, mais au sein même des immigrés. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Et donc, ça montre que, effectivement, une immigration économique choisie peut avoir des effets positifs, surtout dans un monde, et puis ça, on va peut-être en reparler, mais un monde vieillissant. Et la France aussi, en première ligne là-dessus. Pour la première année, c'est des chiffres qui sont connus. On a eu, effectivement, plus de décès que de naissances. Et donc, le sol naturel n'augmente plus. Et donc, on va avoir des besoins de financement importants, des besoins de main-d'œuvre importants. Effectivement, nous, la France, on la connaît depuis le milieu des années 70 avec un chômage plutôt élevé. Mais au fond, l'avenir va être plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que la problématique ne va pas être... Alors, à court terme, on peut avoir des problèmes, on peut avoir une remontée de chômage, mais structurellement, on va être plutôt sur le problème de qualification, de besoin de main-d'œuvre. Et dans beaucoup de pays, même, on va se retrouver, à mon avis, en concurrence dans les 20-30 prochaines années sur des questions démographiques. Parce que le monde vieillit beaucoup plus vite que prévu. Les pays d'Europe sont extrêmement vieillissants, mais aussi les pays d'Asie, par exemple. Et donc, la question de la démographie et de la main-d'œuvre étrangère va se poser. Après, il y a la question politique, c'est de l'intégration, etc., qui sont d'autres sujets. Mais d'un point de vue purement économique, on parle vraiment point de vue économique. C'est un véritable sujet. Ouais. Et on voit qu'ailleurs en Europe, ça bouge d'ailleurs. Et là aussi, la France est une fois de plus à contresens. C'est-à-dire qu'en Espagne, en Italie, on a massivement accordé des titres pour le marché du travail, justement, en Espagne, où le taux de chômage, mais c'est ça qui est étonnant, est quand même assez élevé, pourtant encore. Plutôt bas par rapport à l'histoire, parce qu'il faut rappeler qu'en 2013, le taux de chômage espagnol était à 27%. Oui, et qu'il est descendu à moins de 10, là. À 10%. Cette étude, moi, m'a renvoyé, Jean-Pierre Petit, à une autre étude du CAE qui expliquait, il y a quelques années, c'était en 2021, une étude d'Emmanuel Auriol, qu'économiquement, ce que je disais en introduction de l'émission, il vaut mieux avoir d'abord une immigration variée qui vient de différents points du globe et qualifiée. Surtout que c'était très très bon pour l'économie et que la France avait fait le choix depuis plusieurs décennies d'une immigration de regroupement familial et humanitaire. Là, on a vu les chiffres hier publiés par le ministère de l'Intérieur. On voit que l'humanitaire, c'est plus 65% des titres de séjour accordés l'année dernière. Et ça change tout. D'ailleurs, le regroupement familial, ça date des années 70.
Ensuite, il y a une interprétation assez large du regroupement familial par la justice. Et en fait, moi, ce que j'observe depuis 50 ans, en fait, c'est que le sujet de l'immigration n'est pas maîtrisé en France. Il n'est pas maîtrisé pour des raisons à la fois européennes et probablement aussi pour des raisons politiques. On est très loin d'être le pays qui accueille le plus d'immigrés aussi en Europe. On est plutôt dans le bas du tableau. Oui, mais ça me convainc pas, si tu veux. Comment... Alors, le vrai sujet, parce que là, vous avez parlé de l'emploi, hein, principalement, c'est ce que j'ai compris. Hein. Mais il y a plein d'impacts autres. Il y a un impact sur la croissance, un impact sur les finances publiques. Enfin, on pourrait... Oui. Voilà. Donc, même si c'est lié à l'emploi. Donc, on pourrait... Et puis, en plus, sur le plan... Enfin, c'est devenu un sujet beaucoup plus politique. Oui, non, mais très sensible. Mais encore une fois, là, on s'intéresse à l'économie. Mais simplement, ce qui va se décider au cours des prochaines années, à mon avis, ça va pas être l'économie, hein, ça va être plutôt la politique. Et ça, c'est dans le monde occidental. Parce qu'il y a une question qui va bien au-delà des effets économiques, bénéfiques ou non d'ailleurs. Hein. Ça rejoint des problèmes d'identité, ça rejoint des problèmes de délinquance éventuelle. Il y a une étude des CEPI d'ailleurs là-dessus, sur l'impact de l'immigration sur la délinquance, sur les statistiques de délinquance. Donc c'est ça qui va jouer, à mon avis, aux États-Unis comme en Europe, comme ailleurs. Voilà. Ensuite, on raisonnait tout à l'heure en global macro, mais au plan un petit peu plus spécifique, quand on regarde la main-d'œuvre non qualifiée native d'origine. Eux, ils sont quand même ils ont eu plutôt tendance à être concurrencés par la main-d'œuvre étrangère, d'origine étrangère non qualifiée. On le voit aux États-Unis, on le voit en Europe. Et d'ailleurs, dans le bouquin de James David Vance, qui lui est issu... J.D. Vance, le vice-président américain. Sa famille est issue d'un milieu extrêmement populaire. Absolument. Et donc, il raconte ça dans son bouquin. Et il revient là-dessus. C'est pour ça qu'il y a cette obsession un petit peu qu'il a dans son discours sur l'immigration et le fait que l'Europe n'a rien maîtrisé là-dessus, etc. Ça vient en partie de ça. Et puis, j'ajouterais que si on veut prendre un peu du recul, la question clé, c'est la question de l'intégration. L'intégration des immigrés. On a réussi, on n'a pas réussi dans différentes zones de l'histoire pour un certain nombre de raisons. Oui. Moi, je ne vois que 4 vecteurs d'intégration qui marchent. Il y a évidemment l'emploi. Il y a évidemment le système éducatif. D'où l'importance de la question économique. Voilà. C'est quand même le sujet système majeur. éducatif, il est clé. Hein. Le logement. Oui. Et la culture au sens large du terme, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue et puis la bonne intégration culturelle des populations d'origine immigrée. On n'est pas au mieux sur chacun de ces 3 points. Hein. Sur les 4 points, on est plutôt mal aussi. Et à mon avis, ça rejoint le problème politique parce que tant que les gens auront cette impression-là, quels que soient les effets objectivement macroéconomiques, positifs, négatifs ou neutres, je crois que ça l'emportera sur tout le reste. Et on va le voir aux prochaines élections, mais on le verra bien après. Parce que l'Europe n'a rien maîtrisé au cours des dernières années, on l'a bien vu. Et ça débouche sur des problèmes politiques, parce que tu as mentionné tout à l'heure l'exemple de l'Espagne et de l'Italie, mais le Royaume-Uni, c'est complètement différent. Oui. Et le Royaume-uni, il ne faut jamais oublier que Brexit, en 2016... a été le résultat, le premier problème qui était mentionné par les organismes de sondage, c'était l'immigration, à cause de la vague migratoire de 2015-2016 lancée par Angela Merkel. Voilà, et qui a débouché sur un truc qui n'avait rien à voir, Brexit, à appartenir ou non à l'Union européenne. Voilà. Eh ben, c'est fondamental. Et il peut y avoir plein de choses rationnelles ou irrationnelles qui peuvent se survenir au cours des prochaines années, à mon avis, pour des raisons plus politiques qu'autre chose. Oui, voilà. Isabelle, je vous vois hocher. Oui, ce qui serait effectivement dangereux, c'est que l'irrationnel prenne le pas. Et d'ailleurs, il commence à prendre le pas. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, en fait, d'une immigration. C'est ce que vous rappeliez tout à l'heure. On a 17 millions de gens à la retraite. Oui. Donc aujourd'hui, on a effectivement besoin de renouveler la population. Alors, ce qui se passe, c'est ce qui est plutôt positif. Dans les chiffres, là, c'est 384 000 nouveaux titres de séjour, je crois, l'année dernière. Il y en a quand même plus de 100 000 pour des étudiants. Donc, tout n'est pas complètement négatif. Ça reste la première cohorte. Hein. C'est près d'un tiers des titres de séjour qui sont accordés, effectivement, à des étudiants. C'est à peu près le quantum chaque année. Voilà. Après, la part d'immigrants en France est effectivement, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, Raphaël, inférieure à ce que l'on peut voir en Belgique, en Espagne, etc. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a cette perception qu'effectivement, la nouvelle génération, les nouveaux immigrés prennent du travail ou ne sont pas suffisamment intégrés effectivement dans la société. Et c'est contre ça que le politique doit travailler et faire en sorte que l'économie, puisqu'on l'a redit tout à l'heure,
L'emploi est absolument un facteur clé. La formation est un facteur clé. Comment ces immigrés qui vont devenir absolument indispensables à l'économie européenne soient effectivement bien accueillis et intégrés dans l'économie. Alors après, il y a beaucoup de politiques d'ailleurs qui l'ont dit régulièrement. Il y a des politiques comme au Canada, comme en Australie, avec des quotas en fonction des profils des immigrés, qui fonctionnent extrêmement bien et qui ont d'ailleurs en général la capacité de faire venir des talents. Et c'est ce qu'on voit aussi aux États-Unis. Donc toutes ces politiques-là... C'est tout le sujet de l'immigration choisie et maîtrisée, effectivement. Ces politiques-là existent. C'est absolument incompréhensible que les politiques français ne s'en saisissent pas. Bon, Mathieu ? Non, c'est intéressant parce que, à mon avis, c'est un sujet qui va monter et on va voir, à mon avis, une forme de tension entre le sujet politique, c'est-à-dire la question de l'immigration, de l'intégration. On le voit... Les questions sont quand même assez centrales dans le débat politique. Et la question économique, c'est-à-dire qu'on est un peu à contre-temps, en fait, ces sujets-là. Et on le voit, c'est effectivement, ça ne veut pas dire ouvrir les frontières, etc., mais on va avoir des besoins assez importants dans les années à venir. On sera même peut-être en concurrence avec d'autres pays pour être plus attractifs dans certains cas. Et donc, c'est vrai qu'il faut commencer à se préparer sur ces sujets. C'est vrai que l'histoire passée... C'était bien rappelé, des ouvriers les moins qualifiés qui se sont retrouvés avec une concurrence, avec une main-d'œuvre étrangère, qui ont quand même subi en partie les conséquences, plus les effets de la désindustrialisation, parce que au fond, c'est pas une concurrence aussi directe dans l'emploi, c'est le fait que vous perdez des parts de marché vis-à-vis de pays émergents, où les salaires sont plus bas, donc vous avez une concurrence aussi salariale, une forme de dumping social qui se met en place. Mais là, aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de pays occidentaux, mais aussi des pays qu'on appelait émergents, sont en train de vieillir très vite et que ces besoins de main-d'œuvre vont être très forts, y compris pour financer nos modèles sociaux. Mais ce qui va donc renforcer le besoin de maîtrise. C'est-à-dire que les solutions, c'est on met des quotas, on a besoin de tant de personnes sur telle filière, sur tel métier, il faut le préparer. Avec tel niveau de diplôme. Et donc. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas fermer les yeux sur le sujet en disant c'est pas bien ou avoir une vision trop politique des choses. C'est dire. C'est vrai, ce qui est important de politique, c'est qu'il y a une stratégie qu'on n'a pas du tout aujourd'hui, de moyen long terme sur ces questions-là, qui vont être des questions structurelles en réalité. Isabelle ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, on parle beaucoup de l'innovation. On s'aperçoit aux États-Unis que c'est en général, quand vous prenez les patrons de toutes les grandes boîtes de tech, c'est la deuxième génération ou première génération d'immigrés. Quand vous regardez les patrons de Google, regardez Sundar Pichai, etc., c'est la première ou la deuxième génération. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire en sorte d'attirer des talents. Et ces talents, on a des écoles d'ingénieurs qui aujourd'hui les attirent, et les chiffres du nombre d'étudiants, entre autres, le prouvent. Il faut qu'on arrive à les garder et à les intégrer et à faire en sorte qu'ils s'intègrent de manière claire dans l'économie. Et si je ne dis pas une bêtise, sur les titres de séjour, effectivement, c'est les étudiants qui sont à plus de 100 000, 110 000, je crois, effectivement, c'est près d'un tiers. Et les deux nationalités les plus représentées, je crois que c'est les Américains et les Chinois, quand même. Donc ça montre aussi, quand on dit qu'on reste attractif, voilà, vraiment à ce qu'on entend. La question de l'attractivité, elle est importante sur ces questions aussi d'étudiants qui pourraient participer aussi à générer de l'activité, de l'innovation en France. Et d'ailleurs, dans les titres de séjour, pour des questions d'activité, donc d'emploi, là on a une baisse aussi parce que la France est moins attractive et qu'une certaine main-d'œuvre va chercher du boulot ailleurs. Et donc, ce n'est pas non plus une bonne nouvelle, en fait, de dire, en fait, on va réduire sur certains titres de séjour. Ça montre que la France est plus une destination privilégiée d'une certaine manière. Bon. Mais quand je dis que le sujet a été subi depuis 50 ans, il a été subi parce que, il y a eu des forces migratoires très puissantes. L'Europe n'a pas eu de vraie politique migratoire, et donc les pays qui en font partie également. Donc on a subi, je mentionnais 2015 et les réfugiés de Syrie par exemple, il y a une vague migratoire très forte, mais il y en a eu plein d'autres. Donc on a subi tout ça, donc on n'a pas eu de politique. L'Europe a agi, et puis, aussi, si je puis dire, ces dernières années, notamment en l'Italie qui a tiré la sonnette d'alarme. Cela dit, les Syriens sont des gens éduqués, très éduqués. On a subi, et surtout, on a été victime aussi d'une sorte de blocus culturel. C'est-à-dire que ça a été un sujet tabou. Avec d'un côté, effectivement, on mentionne le Front National des années 70 qui s'est focalisé là-dessus à partir de sa création, pratiquement en 72. Et donc, qui empêchait, d'une certaine manière, un bon débat, mais aussi des messages idylliques
très naïf sur accueillons toute la misère du monde et puis ça fera du bien, etc. Ça comblera les problèmes. Ouais. Enfin bon, voilà. Ouais. On a eu deux messages contradictoires qui ont empêché l'éclosion d'un vrai débat sain, lucide. Parce que l'émergence des extrêmes, on voit la poussée. La clé, c'est l'intégration dans toute l'histoire. Oui. La clé, c'est pas de dire plus ou moins d'immigrés, sauf les discours xénophobes, etc. Mais on va laisser ça de côté parce qu'ils ne représentent rien. Mais la clé, c'est l'intégration dans toute l'histoire, depuis l'Empire romain, d'une certaine manière. Et l'économie reste un levier majeur d'intégration. C'est formation bien sûr, et économie.